Bonjour monsieur, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi. Merci d'avoir choisi de partager ces moments avec nous. Nous sommes ensemble pour 80 minutes d'analyse et de débat de l'essentiel de l'actualité de cette semaine. La politique avec la présidentielle prochaine. La proposition de la CEDEAO fait réfléchir depuis 3 jours le gouvernement togolais. Et comme beaucoup de journaux, depuis lors, allons-nous vers un report du scrutin. Nouveau suspense autour de la date, écrit le Canard indépendant ce matin. De graves anomalies dans le fichier électoral constateraient les experts de l'OIF, écrit de son côté en confidentiel. L'alternative, nous proposerons une analyse globale du sujet. Ça continue et on annonce même le durcissement du mouvement au fil des semaines. Une assemblée générale devra entériner la nouvelle orientation de la synergie des travailleurs du Togo cet après-midi. Et c'est dans ce contexte qu'est intervenue la situation de Gléi. Lundi et mercredi dernier, un calme précaire est revenu dans le village. L'expression de la peur aussi confirme certains témoins. Encore le goût, s'exclame l'alternative du jour. Pour évoquer le sujet, Abi Alpha, Isotou du journal Le Rendez-vous, Jacques Diakouti et puis Ferdinand Haïté. Messieurs, bonjour. D'abord, la une des journaux parus ce matin va commencer par le quotidien Forum de la semaine. Extension et sécurisation du réseau de transport électrique de la CEB. Le poste de transformation de Socodé mis en service, écrit le confrère. Sécurité autour du scrutin présidentiel. Le ministre Yak Damran rassure les amateurs, les agitateurs et les perturbateurs seront maîtrisés. Vous lirez l'article à la page 3. Polémique autour de la forme du bulletin de vote. Daté Yao, premier rapporteur de la CENI. L'horizontalité a l'avantage de réduire le nombre de bulletins nuls, dira-t-il. Vous lirez, n'est-ce pas, la déclaration et l'interview, un petit peu l'article du confrère à la page 3. Situation socio-politique au Togo. Bibiche Mola se prononce, il dit il y a un changement profond qui s'opère et les gens ne voient pas. Il y a trop d'aventuriers politiques. Vous lirez, n'est-ce pas, l'article dans le journal Forum de la semaine de ce matin. Liberté aussi dans le kiosque ce vendredi. Élection présidentielle et préservation de la paix au Togo. Le président John Mahama a-t-il conseillé Faure Gnassingbé de se retirer au terme de ses 2 mandats? C'est l'interrogation du confrère qui parle également de Barry Moussa Barké, accusé d'avoir trahi par omission après une mission en France. Vous lirez l'article à la page 6 du journal Liberté. Grève dans la fonction publique, le coordonnateur de la STT de la région centrale menacé de mort, un ministre pointé du doigt. Vous allez lire l'article à la page 4 et vous avez plus d'éléments. Et puis effet des doublons du fichier électoral de 2013, ce que devrait être la configuration des résultats des législatives de juillet 2013. C'est ce que le confrère nous propose donc à la page 3. Et puis, qui est ce ministre qui doit 2 millions à la TDE et a confisqué son groupe électrogène de 1000 kVA? C'est l'interrogation du journal. C'est une question pour un champion finalement à lire à la page 4 du journal Liberté ce matin. L'alternative aussi dans les kiosques avec un confidentiel. Les experts de l'OIF constatent à leur tour de graves anomalies dans le fichier électoral. CEDEAO, OIF, violence, CENI, fichier électoral, vers une présidentielle de toutes les incertitudes, écrit le confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Encore le goût, s'exclame le journal, sanglante répression d'une manifestation d'élèves à Gléi. Quelques images que publie ce matin le confrère L'Alternative, à lire à la page 4. Droits de l'homme, dossier Kpachanya Singbe, incarcéré à Atakpame, le commandant Abiati frôle un drame familial. Les éléments, c'est à lire à la page 3. Grève de la STT et mise en œuvre des menaces. Comment le gouvernement remplace les grévistes? Écrit le confrère. Et puis, si vous voulez, Veille économique sur le Togo, c'est une nouvelle association qui est créée donc, pour participer aussi un petit peu au débat, on peut le dire ainsi. Vous lirez l'article donc dans le journal L'Alternative. Le Canard indépendant. Présidentielle 2015, nouveau suspense autour de la date, écrit le confrère. Affrontement à Gléi, la guerre des bilans.
Madame Brigitte Adjamagbo Johnson en a joint le confrère Le Canard Indépendant qui dit nous sommes inquiets par rapport à l'ensemble du contexte. L'article est à lire à la page 3. Social, STT, tentative d'enlèvement d'un point focal de la centrale syndicale. C'est à lire à la page 5 du journal. Et puis Alberto Olimpio qui revient au devant de la scène. Alberto Olimpio décèle des anomalies dans le fichier électoral et appelle à l'arrêt du processus. Vous lirez tout cela dans le journal Le Canard Indépendant avec un clin d'œil à Lydia Ludic et la cibre de chocolat offre du spectacle un petit peu. Voilà, c'est à lire dans le journal Le Canard Indépendant. Le dauphin présidentiel de 2015, à quoi servirait un report pour des résultats connus d'avance? C'est l'interrogation du journal Le Dauphin ce matin. Vous lirez l'article à la page 3. Présidentiel encore, les candidats poids plume très remontés contre John Dramani Mahamat. Le confrère maire, la photo de Jerry Tama, Traoré, Kassama Traoré et puis Mbegogué. Voilà, vous lirez l'article à la page 3 avec une interview exclusive de l'apôtre Alado Kofi qui est fondateur du ministère La Voix dans le désert. Notre mission première, c'est de prêcher la bonne nouvelle, prier en faveur de ceux qui ont des fardeaux, des difficultés. Voilà, c'est le journal Le Dauphin et vous avez les éléments là-dedans. L'éveil de la nation, échéance électorale d'avril 2015 au Togo, la pertinence d'une candidature éprouvée. Fort a su redonner espoir aux Togolais, écrit l'éveil de la nation ce matin. Chantier de la réconciliation au Togo, le H-Crune pour renforcer la dynamique. En confidentiel, la présidentielle pourrait se tenir le 22 avril prochain, écrit l'éveil de la nation. Formation des juristes et enquêteurs, le JABA et la BAD partent en guerre contre la criminalité financière. Crise sociale, l'enlisement s'installe, la STT risque de s'auto-détruire, écrit l'éveil de la nation ce matin. L'Union pour la patrie maintenant, inauguration du poste de transformation de Sokode par Fogna Singbe Yahi Boni, l'extension et la sécurisation du réseau électrique garantie dans le septentrion. Quelques images à la une du journal, les présidents Boni Yahi et Fogna Singbe suivant les explications sur le poste de Sokode. Voilà. Un décret imminent pour intégrer la proposition de report de la CEDEAO. L'élection présidentielle va se tenir dans le délai du mandat du président de la République, écrit le confrère L'Union pour la patrie. Vous lirez l'article à la page 3. Panier de la ménagère en février au Togo, les carburants et le transport routier de passagers font chuter les prix. Et puis, à Flao, Sagbado, Zanguer, Vaposito, le ministre Gilbert Bawara poursuit sa tournée de sensibilisation pour une élection présidentielle 2015 paisible. Peut-on lire à la une du journal L'Union pour la patrie. Le bâtisseur présidentiel pour la transparence du scrutin et l'assainissement du climat politique, la CEDEAO propose un report de 10 jours des élections entre Gilbert Bawara et John Dramani. Qui écoutez? C'est l'interrogation du confrère, à lire à la page 3. Grève à la SNPT, interview du directeur général, M. Michel Kézier, qui dit, le confrère qui dit, la SNPT de l'abîme en 2008 au renouveau financier, les syndicats et la direction générale n'ont pas la même lecture des choses à un moment donné. Ça, ce sont les propos du directeur général de la SNPT. Vous lirez les détails à la page 4 du journal. Et puis, précarité des journalistes togolais, Artem Aoumezounou en est conscient. Cependant, écrit le confrère puis justice, un avocat kenyan poursuit l'État israélien pour avoir tué Jésus. Ouais, il manque que ça. Vous lirez les détails dans le journal Le Bâtisseur. Le potentiel maintenant. Élection présidentielle prochaine. Fatwa de l'UFC contre Fabre. Les élucubrations d'un mourant xénophobe amnésique à mal de son passé glorieux. Le confrère qui fait donc référence au mémorandum de l'UFC, Jean-Pierre Fabre, l'obstacle à l'alternance politique. Vous lirez tout ça dans le journal aux pages 3, 5, 6 et 7.
Processus électoral. Le prince s'arrange à tricher partout. Les preuves de la triche du prince sont légion au Togo, écrit le confrère. Élection présidentielle encore, s'achemine-t-on vers un report? C'est l'interrogation du journal qui a un œil sur l'actualité internationale avec les élections départementales, les élections départementales en France, le droit ou la droite en tête, le FN progresse, la gauche résiste. Voilà pour le potentiel. Le patriote, scrutin présidentiel du 15 avril 2015, à qui profite le report préconisé par la CEDEAO? C'est l'interrogation du confrère. Des étudiants et enseignants volontaires à la place des titulaires grévistes pour composer les épreuves et surveiller les examens. Quand le ministre Florent Maganaoué se trompe de combat, écrit le confrère. Scrutin présidentiel au Togo, le MCD a désormais son identité. Puis, silence, l'UFC parle de l'ANC. Jean-Pierre Fabre est un homme politique dont les antécédents n'augurent rien de rassurant pour l'avenir politique de notre pays. C'est ce qu'on peut lire un petit peu dans le memorandum de l'Union des forces de changement. Les détails, c'est à la page 4 du journal Le Patriote. L'humanité, également dans les kiosques, le Togo sous Faure Gnassingbé, de grands travaux d'infrastructure pour booster le développement socio-économique. Tournée citoyenne du ministre Bawara, un langage de fermeté à l'endroit des éventuels fauteurs de troubles, s'exclame le confrère. Et puis, mouvement Balai citoyen et Yanama, activiste pro-démocratie ou concepteur de plans de déstabilisation des États. C'est une interrogation du confrère qui est revenu également sur le guichet unique pour le commerce extérieur du Togo. Voilà pour l'humanité. Le dernier journal avec nous ce matin, c'est Économie et développement. Projet de développement de la filière élevage. Le Togo envisage une production annuelle de 4000 tonnes de poulet de chair à l'horizon 2020. Développement en Afrique, incohérence des politiques publiques, égale émergence bloquée. Voilà, c'est à lire à la page 3. Économie encore, la BOAD enregistre un bénéfice de 8,4 milliards de francs CFA en 2014. Puis si vous voulez le rendez-vous, le journal Le Rendez-vous paru hier mais que nous n'avons qu'aujourd'hui à l'antenne, on va y aller. Argent, pouvoir, corruption, les vraies raisons de la brouille entre le prince et Barquet. Une mallette de fort refusée par l'Élysée et que le confrère, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Avec Abi Alpha naturellement. Démission des autorités et insécurité sociale, une expédition punitive contre les élèves à Gli. Vous lirez les détails dans le journal. Mobilisation contre une élection incertaine. Le Parti national panafricain en meeting de sensibilisation à ce qu'on ait pu nommer après la pluie, le mauvais temps. La clinique santé pour tous et ses riverains immergés. Après la pluie, c'est le beau temps. Hein? Oui, je sais ce que vous voulez dire, Abi Alpha, rassurez-vous. Si vous voulez, on va en parler un petit peu. Et puis l'ONU comme la SDN, les limites d'une institution mondiale, alerte. Pacha Gnassingbé risque gros aux mains de ses bourreaux, écrit le rendez-vous ce matin. Voilà. Outre le rendez-vous, si vous avez encore un petit peu de chance, vous pouvez trouver un exemplaire dans les kiosques et chez vos marchands de journaux. Alors, en revanche, c'est sûr pour l'humanité, puisque le journal dans les kiosques depuis ce matin, l'humanité, économie et développement, le patriote, le potentiel, le bâtisseur, l'union pour la patrie, l'éveil de la nation, le dauphin, le canard indépendant, l'alternative, liberté et puis forum de la semaine.
confrères qui sont là avec moi ce matin. Bonjour Abi Alpha Izotou. Bonjour confrère, bonjour auditrices, auditeurs des fréquences. Merci d'être là, El Hadj Abi Alpha. Ça fait plaisir. Excuse-moi d'avoir pas dit El Hadj. Ça vous est un petit peu cher. Vous êtes le patron de Journal Le Rendez-vous, merci d'être là. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric. Merci d'être là aussi. Non, c'est toujours un plaisir. Pour commenter l'actualité et l'analyse de l'actualité politique avec nous, sociale également. Un plaisir d'être toujours avec toi. Je l'ai fait revenir, Frédéric Laïté. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de Fréquence Actu. Je suis très heureux de vous avoir aussi avec nous ce matin pour commenter l'actualité politique et sociale de notre pays. On va y aller d'abord avec la pluie. Ce n'est pas tout à fait la période, mais ça a eu le mérite de tester un petit peu les travaux, les grands travaux un petit peu. Et vous en parlez, Abi Alpha. Après la pluie, Lomé, c'est le mauvais temps. C'est ce que vous avez trouvé comme titre. Hein. Oui, évidemment. Ça a retenu votre attention principalement beaucoup plus au niveau de la clinique Santé pour tous. Oui, à Girnawa un peu mitoyen, un peu en face au siège de la FTF. Donc, c'était un peu effarant parce que on peut considérer que c'est la toute des premières pluies. Les premières gouttes tombent et puis tout un quartier ne peut pas mettre pied dehors. C'est des ateliers qui sont obligés ce n'est pas seulement de fermer, de vider parce que l'eau était rentrée totalement dans les maisons. C'était un peu triste, donc ça a attiré notre attention et c'est normal. Et puis ce qui est encore effarant est que à peine 300 mètres de ce lieu, on est en train de bitumer une route sortant de l'entrée de la FTF pour allier Togo 2000, pendant la route de Guirnaoui qui va vers Chosatiego. C'est un peu triste qu'à quelques encablures de cette route en construction où il y a des canaux de drainage d'eau, on puisse, n'est-ce pas, laisser des gens immergés sous l'eau. C'est un peu triste. Bon, je me demande comment se gèrent vraiment les quartiers. Les riverains sont organisés pour aller voir la municipalité qui a dit que ce n'était pas de son ressort, d'aller voir les TP. On va au TP, on les ramène à la municipalité. On ne sait pas à qui appartient cette responsabilité. Il suffit seulement de faire juste une coude de béton, de béton canalisé sur 300 à 400 mètres, et puis cette situation est trouvée, la solution est trouvée à cette situation, et puis ça fait encore un problème de moins pour un quartier, pour la ville. N'oubliez pas que c'est à quelques mètres du stade de Kégué, c'est au cœur de la ville de Lomé, si on voit l'extension actuelle de la ville, donc c'est un peu, ça retient notre attention. Encore que ce n'est que le début de la saison des pluies, on se demande quand on serait vraiment au cœur de la saison pluvieuse, à quoi va ressembler ce quartier syrien. C'est un bon test finalement pour la construction des ouvrages, des infrastructures routières. Jacques Diakouti. Non, c'est vrai, ce que le confrère vient de dire, nous l'avons vécu parce que vous savez, la nouvelle voie actuellement qui est en construction au niveau de Todman, vous savez qu'il y a des déviations qui ont été faites au niveau de la station qui est à côté là-bas pour rallier l'hôpital et autres. Je crois que ceux qui ont emprunté cette voie là-bas le jour de la pluie vraiment ont eu d'énormes difficultés. Et c'est le lieu d'interpeller effectivement les responsables de ces chantiers qu'au moins il faut toujours essayer d'entretenir au moins les déviations. Parce que même au jour d'aujourd'hui, lorsque vous passez là-bas, vraiment c'est la croix et la bannière. Et il y a également l'aspect de cette déviation dont je parlais à l'instant. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays en matière de construction d'infrastructures, c'est une très bonne chose. Mais je crois qu'il faut toujours penser aux riverains. Parce que si on ne prend pas effectivement le temps de penser à ces riverains, après ça cause beaucoup de problèmes. Et une petite pluie comme ça, la fois passée, mais il y a des inondations à cause de la construction effectivement de ces infrastructures. Des quartiers envahis par l'eau. Quand vous allez à Hébert, vraiment c'était encore une autre chose. Parce que quand vous longez la voie de baie pour aller vers le château, vous savez que cette voie est également en construction. Je crois que tout le marché de baie était envahi la fois passée par l'eau. Je crois que ce qui est important de faire, lorsqu'on veut construire effectivement ces ouvrages, qu'on pense effectivement aux riverains, surtout les déviations. Les déviations sont toujours souvent mal faites pour que les populations puissent s'en servir. Vous savez, souvent, les étrangers qui viennent, par exemple, au Togo, qui ont toujours emprunté la voie de Todman,
ont souvent des difficultés pour pouvoir allier par exemple à Tikoumé et aller vers Aguanlepedo. Je crois qu'il est important que les responsables de ces chantiers-là prennent le temps de pouvoir bien faire les déviations pour que les populations riveraines puissent s'en servir. Ça, c'est une seule pluie. Nous avons ce qui a causé. Ici, la saison des pluies s'annonce. Je crois que ça sera difficile pour nos populations. Un vrai problème, Ferdinand, aujourd'hui à Lomé avec la pluie de cette semaine. La météo a annoncé quand même des lendemains un petit peu terribles sur la ville de Lomé avec des pluies qui vont s'enchaîner dans les prochains jours. Oui, un problème pour les habitants de la ville. Et vous savez, quand on fait les routes dans une ville ou dans un pays, c'est pas seulement pour permettre aux gens de circuler, c'est aussi pour embellir la ville, c'est aussi pour essayer de faire reculer un peu tout ce qui est insalubrité et consorts. Et donc la route doit être accompagnée d'un certain nombre, je dirais pas, des standards de telle sorte que les quartiers qui bénéficient de ces genres d'ouvrages soient beaucoup plus propres. Et donc les canalisations. Et aujourd'hui, on voit très bien que on fait les routes, d'accord, mais quelle est la qualité des ouvrages? C'est ça qui est le problème aujourd'hui, parce que les nouvelles routes qui sont construites sont aussi inondées. Aguanlepedo, les grandes voies là sont totalement sous l'eau. On a vu à Didouadin. Tout à fait. Et puis les rétentions d'eau qu'on fait un peu partout. Quels sont les calculs qu'on fait avant de mettre ces rétentions d'eau? Aujourd'hui, on sait qu'on ne maîtrise plus vraiment la pluviométrie parce qu'il y a le changement climatique et tout. Et donc, quelle expérience nous tirons de tout ça? Parce qu'il y a des pays ou des capitales qui sont complètement sous l'eau, mais qui ont réussi à vaincre ce phénomène d'inondation. Vous avez des capitales en Afrique qui sont entourées d'eau, mais qui ont réussi à régler le problème d'inondation. Aujourd'hui, Lomé, c'est une ville qui se situe entre la mer, la lagune, et puis en plus le bassin de Zior. Et donc, cela suppose que si on se met à faire véritablement des études, on peut canaliser l'eau de telle sorte que ce soit du côté nord de la ville ou du côté sud de la ville, on peut convoyer l'eau ou les eaux de canalisation soit vers le bassin de Zior ou soit dans la lagune et de la lagune vers la mer. Et donc, ça, c'est le travail des techniciens. Ceux qui font aujourd'hui les routes, quel est véritablement leur profil? C'est ça aussi. Parce que moi, j'en connais des entreprises qui, il y a de cela 4 ans, étaient que des ONG agricoles qui sont devenus aujourd'hui des gens qui font des routes à Lomé et qui reçoivent des marchés. Entre-temps, on peut apprendre. Je n'en disconviens pas, mais le constat est là. Et qui font des routes à Lomé, des routes, approximatives, et qui ont toujours les chantiers gré à gré à des centaines de milliards. Et quand vous fouillez derrière ces entreprises-là, vous fouillez bien dans les dossiers, vous retrouvez les mêmes qui gouvernent le pays. Et donc, moi, je pense que tout ça aujourd'hui traduit une certaine malgouvernance. Quand vous prenez la route qui a été faite par les Chinois et qui passe par Togblekopé, vous prenez cette route. C'est vrai, les gens passent, ils disent non, c'est une belle route et tout, et qu'il y a un échangeur à Kégué. Bon, c'est pas un échangeur, c'est un pont aérien. Et quand vous prenez les maisons on va pas aussi exagérer. Non, c'est pas un échangeur, c'est un pont aérien. Il faut constituer les auditeurs. Il y a ce qu'on appelle l'échangeur qui échange les routes, et il y a ce qu'on appelle overhead qui est un pont. À Kégué, c'est un pont aérien, c'est pas un échangeur. Non, il faut être clair. L'échangeur, c'est ce que Alassane Ouattara a fait, je sais pas, pour le 3e pont à Abidjan qu'on appelle le pont Bédier et qui échange plusieurs voies à la fois. Ça, c'est pas un échangeur. C'est vrai qu'on n'a jamais connu d'échangeur au Togo, donc pour les gens qui n'ont jamais connu ça, pour eux, c'est un échangeur, mais ça, c'est pas un échangeur. Maintenant, quand vous prenez cette route, de part et d'autre de cette route-là, les habitants sont totalement inondés. Faites un tour là-bas, vous allez voir. Les habitants sont totalement inondés jusqu'au niveau du golfe, le club de golf, et puis là où on appelle à Djouba et tout ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir la qualité des routes qu'on fait. Il faut revoir le profil des entreprises qu'on choisit pour faire les routes. Et je vais dans le même sens que Jacques Diakouti en disant, je suis désolé pour une route comme Todman, on était obligé de fermer la circulation, alors qu'on aurait pu faire cette route autrement, en permettant aux gens de circuler et ne pas faire les déviations, d'aller et de revenir, tout en faisant une partie de la route. On permet aux gens d'emprunter l'autre partie, et lorsqu'on aura fini une partie, on va entamer l'autre partie. Mais on a fait des déviations terribles, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont des difficultés à circuler entre Todman et la lagune
qui juste la station qui est au niveau de Nikonakwe. Donc aujourd'hui, aussi bien les associations, les gens qui sont dans l'environnement, les gens qui sont pour la qualité des travaux doivent interpeller ces entreprises qui font aujourd'hui les routes, parce que si on doit faire les routes parce que ces routes-là, n'oubliez pas que c'est de l'argent, c'est des prêts qu'on fait et que nous devons payer sur de longues années. Et donc, quelle est aujourd'hui la qualité de ces routes qu'on sert? Messieurs, merci beaucoup sur ce sujet. On va aborder notre sujet qui va nous faire déboucher sur la politique togolaise et la présidentielle prochaine. Mais d'abord, et c'est ce que vous avez évoqué hier à Bialfa, le cas Barry Moussa Barké. Le confrère Liberté en a aussi parlé ce matin. Barry Moussa Barké est accusé d'avoir trahi par omission après une mission en France. Vous avez parlé de l'argent, du pouvoir. Vous avez parlé également de la corruption. Qui seraient les vraies raisons les raisons de la brouille entre le prince, je suppose que c'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé et Barry Moussa Barké. Le sujet a été évoqué il y a plusieurs semaines. Beaucoup d'auditeurs ont voulu en savoir un peu plus. Les éléments, ce n'est pas nous ici qui le détenons, c'est beaucoup plus vous, la presse papier, qui l'avez. Alors, vous revenez là-dessus ce matin, ça suppose que vous avez assez d'éléments là-dessus. Qu'est-ce qui se passe entre Barry Moussa Barké et Faure Gnassingbé? Y a-t-il une brouille réelle? Oui, évidemment, au cœur de la crise, même si les gens ne veulent pas l'entendre de cette oreille, au cœur de la crise entre M. Barké et Faure Gnassingbé, on a parlé du fait que le conseiller de tous les jours a eu l'audace de conseiller à son président de se retirer. Qu'il est encore jeune, il peut se reposer, on positionne quelqu'un de temps pour lui de revenir. Bon, maintenant, pour les gens, cela a vraiment déchaîné la colère du patron. Bon, moi, j'ai pensé que, d'après mes informations, M. Barké n'était pas le seul qui a eu le courage de dire à M. Faure de se retirer et que le parti regorge aussi des compétences. Il y a eu des gens qui ont donné les mêmes conseils à M. Faure Gnassingbé, mais ça n'a pas fait déplacer les montagnes. Comment se fait que le conseiller de M. Barké puisse faire vraiment autant de bruit? Donc, le conseil de Faure Gnassingbé. Comment se fait que ce conseil, qui est un conseil ordinaire, que d'autres ont déjà donné à M. Faure Gnassingbé, comment se fait que ces propos, cette suggestion toute élégante de M. Barké puisse vraiment faire bouger jusqu'à ce que vraiment on constate une situation vraiment de brouille, pour ne pas dire de crise. Donc cela nous a fait beaucoup funer. Et puis depuis 2 mois, on a une information comme quoi M. Barké était allé en mission en France. C'était pour rencontrer Hollande et que la mission a avorté. Donc que le prince a attribué l'échec de la mission à M. Barké. Bon, depuis 2 mois, ce n'était pas facile de faire les recoupements. Nous avons en notre rédaction un principe, les meilleures enquêtes, c'est le temps qui les fait. Donc on a laissé les enquêtes au temps, les données ont évolué, on vient de voir qu'au fait il était allé avec M. Dramani, qui est l'actuel président du Parlement, c'est vrai, ils sont allés, ils ne seront pas les premiers, ils ne seront pas les derniers, ce sont les habitudes de la France-Afrique, même si elle est en train de disparaître. Ils sont allés pour, n'est-ce pas, voir si M. Hollande peut être embobiné dans les mallettes diplomatiques. Le monsieur a refusé, et dans les échanges, il a demandé, mais pourquoi un aussi grand parti comme le vôtre ne peut pas positionner quelqu'un le temps que votre champion revienne? Et Barké a dit, bon, effectivement, lui a conseillé le chef de l'État dans ce sens, mais qui n'a pas été entendu. Bon, donc, ils sont revenus, un compte rendu a été fait, ça n'a pas convaincu leur envoyeur, qui, par après, en aparté, a cherché exactement à savoir ce qui s'est passé, et il a fini par voir qu'au fait, il y a 16 propos qui ont été tenus aussi, qui ne l'arrangeaient pas trop. Donc, voilà, au fait, les vraies raisons, entre autres, de la brouille dont on a beaucoup parlé, entre M. Faure Gnassingbé et Barry Moussa Barké. Donc, c'est un peu comme ça que nous, on a été obligés vraiment de publier ce dossier. Alors, vous avez mis 2 mois pour pouvoir chercher, savoir ce qui est à l'origine de cette petite brouille, mais il nous semble qu'on voit toujours Barry Moussa Barké au côté de Faure Gnassingbé. Non, ça c'est clair. Même au fort de la crise, on les a vus côte à côte à Pia. Ça a toujours été les habitudes de la maison. Tu sais, actuellement, quand quelqu'un
tient comme propos que l'opposition est divisée. L'opposition fait son effort pour maintenir, pour faire voir le contraire. C'est comme ça dans toute formation politique. Le régime ne va pas jouer, ça c'est clair, ça a toujours été comme ça. Compaoré n'a jamais accepté qu'on dise qu'il est en porte-à-faux avec son entourage jusqu'au jour où un camp se déchaîne carrément pour rejoindre l'opposition. Donc en politique, ça fait partie des stratégies. Ça là, ce n'est pas un problème. Et puis cette mission, elle ne serait pas la première. Je crois bien autour de 95-97, Feu Yadema était là, le général Nyofam, Fornia Singbe lui-même. Je vais dire donc puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas les habitudes qui gagnent. Puisque ce sont des habitudes qui ont souvent gagné, Fornia Singbe déjà une fois avec le général Nyofam plus un marabout ont déjà une fois, je crois qu'entre-temps le confrère Alternative en a parlé, ils ont déjà une fois fait une mission comme ça qui a réussi avec Jacques Chirac. Autour de 17 milliards ont été transmis. Vous comprenez, vous comprenez, c'est un article que nous avons publié. Je crois que ce n'est pas un tract. D'accord. Dans un journal papier. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a des éléments assez costauds qui ne peuvent pas laisser indifférents. Et nous avons été interpellés par la dichotomie, la difficulté de comprendre cette tentative de corrompre des chefs d'État à coups de milliards pendant qu'on ne peut pas assurer le minimum par rapport aux revendications sociales. Jacques Takouti, c'est un sujet qui intéresse la presse depuis plusieurs semaines maintenant, l'affaire Barry Moussa Barké. Alors, beaucoup de nos auditeurs ont l'impression qu'il y a rien. On voit toujours Barry Moussa Barké occuper son poste. Je ne sais pas s'il va toujours au bureau. Abin ne l'a pas dit. Achama, il est en France. Je ne sais pas s'il est déjà revenu, mais il est en France. Quel est votre commentaire sur le sujet, Jacques Takouti? Bon, c'est vrai que, vous savez, depuis un certain temps, la presse avait commencé par titrer sur le ministre Barké. Personnellement, j'ai eu plusieurs rencontres avec lui, bien sûr, des rencontres tête à tête et puis très, très confidentielles, mais j'ai tout fait en tant que... je n'ai pas parlé en tant que journaliste, mais en tant que neveu et oncle. Bon, mais vous savez, le ministre n'aime pas beaucoup parler. Et puis, sur cet aspect-là, le ministre m'a toujours rassuré. Donc, pour ce que les confrères écrivent, bon, je ne sais pas. je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à ces situations. Vous pensez que les confrères sont un peu proches de la vérité par rapport à cette bruit qui est annoncé entre le prince, parce qu'Abidi, le prince et lui-même? Bon, vous savez, lorsque on écrit sur vous et que vous allez par exemple à la source de l'information pour vous renseigner avec celui qui est concerné directement et que la personne vous rassure, elle vous dit qu'il n'y a rien. Bon, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que de garder le silence. Donc, par rapport à cette situation, c'est ce que je peux dire. Franchement, on a eu plusieurs rencontres, mais bon, il m'a toujours assuré qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun bruit. Mais bon, que lui ne peut pas empêcher les journalistes d'écrire. D'écrire, forcément. Voilà. Ferdinand Haïté, c'est un sujet un petit peu bizarre. C'est vrai, les confrères en parlent. Actuellement, on se demande franchement s'il y a quelque chose qui se passe là. Est-ce que ce n'est pas minime le fait de dire à un chef d'État, par exemple, de ne plus se présenter pour une élection, ou derrière, il y a beaucoup d'autres éléments qui pourraient justifier le fait qu'il y a une brouille naissante entre les deux hommes? Moi, je crois que c'est un peu complexe. Je n'ai pas toujours abordé ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, il y a des rumeurs, il y a des gens qui vous réveillent la nuit pour vous dire, bon, écoutez, il semble que tel a fui, il a pris l'avion par ici, il ne va plus revenir. Quand vous vérifiez après, ce n'est pas fondé et tout. Et donc, moi, j'aborde toujours ce sujet avec un peu de circonspection et je dirais même de réserve. Mais pour autant, on sait qu'il y a toujours des divergences sur un certain nombre de sujets entre les deux hommes. Vous savez, Barké Fort, c'est comme le maître et l'élève ou le disciple. Et M. Barké et M. Fornia Singbe sont liés dans beaucoup de choses. Si on se met à parler des affaires dans lesquelles ils sont liés, 1 heure de temps ne suffirait pas dans ce studio. Ah bon? Oui, tout à fait. Ils sont liés dans beaucoup d'affaires et qu'ils font ensemble.
et qu'ils continuent d'ailleurs de faire ensemble. Est-ce qu'ils ont des problèmes au niveau de leurs affaires personnelles? Parce que vous savez, au niveau de ce pouvoir, il y a l'argent qui divise aussi énormément. Ou c'est des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire des enjeux de pouvoir. Est-ce que Barké serait la tête de pont d'un clan qui après 10 ans de règne de fort, voudrait le voir sortir du jeu pour imposer quelqu'un d'autre? Moi, je n'en sais absolument rien. Toutes les hypothèses sont possibles. Mais quand j'analyse au fond les relations des deux hommes, et je me dis, ce n'est pas, je ne connais pas l'âge réel de Barké, mais je crois qu'il doit être tourné autour de 75 ou 76 ans. Ce n'est pas à 76 ans ou 75 ans qu'on rentre en rupture ou en rébellion avec le système qu'on a façonné. Moi, c'est mon analyse personnelle. Et donc, pour moi, il peut y avoir des divergences. Il est plausible qu'il y ait des divergences entre Barké et Faure, mais ces divergences ne pourront pas déboucher sur une rupture parce que Barké est trop lié à ce système. Il y a trop d'affaires qui le lient avec Faure Gnassingbé et je ne le vois pas prendre la tête de quelque chose qui puisse vraiment nuire au pouvoir qu'il a façonné, à moins que il y a véritablement des clans qui sont tranchés et qui veulent en découdre. Et ça aussi, il faut attendre de voir. Maintenant, que les deux s'affichent ensemble, ce n'est pas un problème. Vous savez, à un mois de l'arrestation de Pascal Bodiona, il était main dans la main avec Faure Gnassingbé aux Evala. Il se promenait de canton en canton alors qu'on avait déjà scellé son sort. Et donc, les dictatures ont cette façon de fonctionner que dans la guerre préventive qu'on mène à l'intérieur du système pour neutraliser ce qui peut être dangereux pour celui qui dirige le système, on n'avertit pas avant de frapper. On fait croire qu'on est ensemble jusqu'à la dernière minute et c'est par surprise qu'on prend les choses. D'accord, très bien. Mais je crois que en matière de clans dans les partis, il y en a. Parce que, vous savez, c'est pas qu'au niveau du pouvoir qu'il y a des clans. Hein. Oh, oui, bon, quand vous prenez le cas du Congo avec Denis Sassou Nguesso, vous avez vu que c'est un vice-président, pas des moindres, qui aujourd'hui prend la tête des frondeurs, de ceux qui ne veulent pas que l'autre change la constitution. Donc, ce qui veut dire que dans presque tous les clans, c'est comme ça. Il y a toujours des clans, il y a des divisions, mais le problème, c'est que les gens ont toujours peur de pouvoir s'affirmer, peur d'être peut-être écrasés, peur d'être arrêtés, ou soit peur aussi également qu'on sorte un dossier et finalement ce dossier-là puisse les éclabousser. Donc, on ne peut pas nier effectivement les clans, les divisions dans certains partis. Alors, mais maintenant, maintenant pour les gens qui convoient les sous en France et tout, ça fait longtemps que ça dure, donc c'est pas nouveau pour le Togo. Peut-être un jour, il y aura des dossiers ou des livres que les gens vont peut-être écrire pour informer davantage les citoyens sur ce qu'on a fait de leur argent pendant 50 ans. Oui, comme Abi Alpha l'a écrit hier, une mallette. C'est pas encore un livre quand même. Non, c'est pas un livre. Dans votre journal, le rendez-vous, une mallette de Faure Gnassingbé refusée par l'Élysée. On aura l'occasion forcément de revenir sur ce sujet. On va parler maintenant politique avec la présidentielle prochaine. La proposition de la CEDEAO fait réfléchir au niveau du gouvernement togolais. Le confrère l'Union pour la Patrie nous apprend ce matin qu'il y a un décret imminent qui devra intégrer la proposition de report de la CEDEAO. L'élection présidentielle va se tenir dans le délai du mandat du président de la République. Le confrère L'éveil de la Nation est plus incisif. En confidence, bien entendu, la présidentielle pourrait se tenir le 22 avril prochain. Alors, Ferdinand, je vais commencer par vous. C'est vous qui allez lancer le débat sur le sujet avec ce que vous avez écrit en confidentiel aujourd'hui. Par rapport à ce sujet qui défraie aussi la chronique, la question du fichier électoral. Alberto Olimpio a rencontré la presse cette semaine où il évoquait des millions de doublons, 250 000 doublons, c'est assez énorme. Et vous nous apprenez que au-delà du CAP 2015, qui a également fait le même constat, et d'Alberto Olimpio avec le Parti des Togolais, les experts de l'OIF constatent à leur tour de graves anomalies dans le fichier électoral. Ils l'ont rendu public? Non. Non, c'est pour ça que c'est confidentiel d'ailleurs. C'est une évidence que le fichier électoral au Togo est corrompu et il faut essayer de le dépoussiérer
jusqu'à un moment donné. Et dans un rapport que j'ai eu à lire hier, qui est d'une source diplomatique, la mission de l'OIF n'est même pas encore déjà terminée, mais il y a des rapports qui sont partis et disaient clairement que le fichier comporte de graves anomalies et qu'il faudra forcément le nettoyer. Et donc, c'est ça que nous passons en confidentiel. Et maintenant, quel va être le délai pour assainir ce fichier-là, combien de temps ça va prendre, on ne saurait le dire. Aujourd'hui, c'est clair quand même que le fichier a de sérieux problèmes. Est-ce que ça ne remettra pas finalement en cause le délai? Parce que quand on relit les tests au niveau du code électoral, il faudrait que nous ayons une idée sur le nombre de ceux-là qui iront voter avant même que le corps électoral ne soit convoqué. Tout cela n'a pas été fait. Là, aujourd'hui, la question du fichier électoral pose un réel problème. Il suffit de lire les acteurs sur le visage, bien entendu. Vous comprendrez pas mal. On a demandé, et ça, c'est CAP 2015 qui a demandé à ce que le fichier soit audité. On a parlé de l'OIF. Le gouvernement togolais a fait appel aux experts de l'OIF pour consolider le fichier électoral. Et probablement, c'est ce que l'alternative a écrit, qu'il y a des réels constats de l'OIF sur des anomalies graves. À quoi cela peut-il conduire finalement, Jared Akouti? Je crois que on donne la parole à Bielfa. C'est là effectivement le problème, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, nous n'avons pas pour le moment un fichier électoral au Togo, parce que les uns les autres ont réclamé qu'il y a des doublons. Le gouvernement a demandé la présence de l'OIF et ils sont là. Alberto Olympio avait déjà sonné l'alarme pour dire que il y a effectivement les doublons et qu'il faut d'abord dépoussiérer de ces doublons avant de pouvoir afficher et avant de pouvoir même peut-être fixer la date de l'élection présidentielle. Voilà que tout ça n'a pas été fait. Et c'est en cours de route qu'on constate aujourd'hui qu'il y a des doublons au niveau de ce fichier et qu'on a fait venir les experts de l'OIF. Et aujourd'hui, on attend d'ici le 28, il paraît qu'ils vont soumettre leur rapport. Et c'est par rapport à ce rapport-là que la CENI verra effectivement comment convoquer les responsables de ces partis politiques et essayer d'en discuter avec eux. On était là quand effectivement le président de la CEDEAO est venu et finalement il a dit qu'il a obtenu après négociation que l'élection présidentielle soit repoussée à 10 jours. Et à l'heure où nous parlons, le gouvernement n'a pas encore pris un décret pour entériner effectivement la demande de la CEDEAO. Et avant ça, nous avons appris de la bouche de notre ministre de l'administration territoriale qui disait que le 15 avril, quoique même s'il y a des problèmes, le 15, on ne peut pas dépasser la date du 15. On doit aller aux élections le 15 avril, quel qu'en soit Alpha. Et aujourd'hui, le même ministre revient pour dire non, que ce n'est pas une date fétiche, que ça peut quand même subir des changements. Donc je crois que avec tout ce que nous assistons comme cacophonie au niveau soit de la communication, soit effectivement des prises de position et également les problèmes que la CENI rencontre aujourd'hui, je crois que ce qui importe, c'est qu'on fasse tout, que avec les experts de l'OIF, que les acteurs puissent s'entendre et qu'on puisse effectivement avoir un fichier fiable. Donc on avance la date du 22, que nous irons aux élections le 22 avril prochain. Je crois que si les experts ne donnent pas encore les résultats de ce qu'ils ont fait, je crois que ça sera aussi difficile, à moins que la classe politique s'entende, parce qu'ils se sont entendus, ils ont demandé et finalement le président de la CEDEAO est venu, il a accepté qu'on puisse revoir le fichier. Bon, attendons, si le fichier ne comporte pas beaucoup de doublons par rapport à ce que Alberto Olympio a avancé, et si on trouve qu'on peut aller aux élections à la date du 22 ou à la date du 25, comme a proposé le président de la CEDEAO, attendons de voir. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que l'OIF puisse donner effectivement les conclusions
de ce qu'ils ont fait comme travail avec la CENI et s'il y a des doublons, combien ils ont trouvé et comment faire effectivement pour nettoyer ces doublons-là avant que nous puissions effectivement aller à ces élections. En même temps, quand on trouve des doublons aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On va les enlever, c'est tout. Et puis, on continue l'aventure, non? Non, c'est pas une simple opération. Moi, je pense que il faut saluer la présence du chef de l'État ghanéen qui est venu au nom de la CEDEAO. Il faut saluer qu'enfin, ce regroupement sous-régional a de prendre le devant par rapport à certains problèmes au risque de se retrouver en train de faire les médecins avant la mort. Mais j'ai un peu eu froid au dos quand M. Mahama suggère qu'on reporte de 10 jours. Parce que je crois qu'il est venu juste, je ne sais pas exactement sur quel dossier il a été saisi. C'est comme si tous les problèmes, le problème de notre élection qui est imminente se résume au fichier. C'est plus gros que ça. C'est tout un dysfonctionnement. Les élections actuelles, c'est aussi des bulletins de vote qui ont été déjà tirés dans l'irrespect du tirage au sort. Je crois bien, d'après des indiscrétions, c'est à l'imprimerie Toundé au Bénin que 4 millions de bulletins ont été tirés en horizontal, bien avant qu'il y ait un tirage au sort qui fixe le bulletin de vote, c'est-à-dire les candidats en vertical. Ça fait que les gens veulent à tout prix faire, je dirais, patapa, pour que ce soit les bulletins, n'est-ce pas, horizontal qui soient utilisés parce qu'ils ont déjà dépensé à cette imprimerie-là qui a toujours contribué aux fraudes dans notre pays. Bon, tu vois, c'est toute une machine d'anomalie. Ce n'est pas seulement un problème de fichier. Donc, le fait de suggérer déjà 10 jours, moi je pense que ce n'est déjà pas bien, comme le dit tout de suite le grand frère Jacouti, avec ce constat qui vient du politique Alberto, qui vient de toute la classe politique, qui est en train de venir de l'OIF. Ils ne sont pas à la fin de leur mission, mais déjà des indiscrétions tombent, des indiscrétions qui vont dans la veine de ce que contestent déjà les formations politiques sur place. Bon, avec ça, combien de temps cela va coûter? Tu sais, moi je pense que c'est toute une machine qui a besoin du temps. Les gens vont tenir du 10 temps jours parce que ça ne suffit pas pour parce faire le travail là. Nos élections, c'est toute une machine à fraude qui doit être déminée pour que quand même, à défaut d'avoir tout clean, qu'on ait un à peu près pour que les gens puissent aller devant les urnes avec une chance, n'est-ce pas, égale d'expression des populations. Alors, la question du fichier électoral, la question également de la venue à Lomé ici de la CEDEAO avec le président ghanéen John Mahama, ça devrait quand même rassurer les acteurs. On a écouté à la sortie de l'entretien avec le président ghanéen, tous les acteurs un petit peu rassurés. Il suffit de les regarder parler, qui sont un petit peu rassurés du processus ou qui demandent à être rassurés un petit peu par le pouvoir. Moi, je crois que la venue du président John Mahama ici, c'est d'abord un échec pour le pouvoir, sur 2 angles. D'abord, on vient de le dire, le pouvoir voulait faire des élections à la va-vite. Faure voulait faire son truc rapidement et se réasseoir dans le fauteuil. Et alors, pour y arriver, ils ont été obligés de taper sur les doigts de la Cour constitutionnelle qui avait émis un avis qui ne les arrangeait pas. La Cour constitutionnelle était obligée de se dédire après le lendemain. Pour y arriver, ils ont été obligés de débarquer leurs représentants à la CENI qui ont accepté la date du 21 avril que la CENI proposait. Ils n'étaient pas d'accord parce qu'ils voulaient faire les élections avant. Donc, ils ont débarqué au forceps leurs représentants à la CENI dans une humiliation totale. Pour y arriver, le ministre Bahara fait le tour des radios et dans les quartiers pour dire que la date du 15 avril ne sera pas dépassée quoi qu'il arrive et que les élections se tiendront le 15 avril. Alors, voilà le président de la CEDEAO qui arrive. Je vous rappelle qu'il a eu 2 heures d'entretien tête à tête avec M. Faure Gnassingbé. Ça veut dire, ça dénote de l'intensité des discussions qu'ils ont eues. Et le pouvoir... Quand des amis se rencontrent, forcément, ils prennent beaucoup de temps pour discuter. Ce n'est pas le temps des amitiés. Et il propose que les élections soient reportées de 10 jours. Et donc, la date fétiche du 15 avril à laquelle tenait forcément le pouvoir venait d'être touchée. Donc ça, c'est un premier échec. Le deuxième échec, c'est au regard des événements que nous avons connus en 2005. Tout ce qui a été fait ici comme massacre. Et après, M. Faure Gnassingbé a pris des engagements d'apaiser le pays, de faire en sorte que les choses comme ça ne se répètent plus. Et que 10 ans après,
qu'on soit encore là, préparer une élection présidentielle dans la tension totale, et que ce soit les voisins, c'est-à-dire que même s'il vient en tant que président de la CEDEAO, c'est un voisin, et que ce soit les voisins qui viennent nous dire, attention, vous êtes en train d'aller dans le mur, il faut mettre la balle à terre. En même temps, 10 jours. Attendez, il faut essayer il faut essayer de recadrer les choses. Je trouve que c'est un second échec pour le pouvoir. Maintenant, au-delà de tout ça, le report de 10 jours, je crois que certains acteurs politiques ont demandé un report plus conséquent, 1 mois, voire 2 mois, mais le pouvoir a dit non, il n'est peut-être pas prêt d'accepter un report aussi conséquent. Alors le président de la CEDEAO, pour trancher la poire en deux, a proposé un report de 10 jours. Et ça même n'a pas contenté le pouvoir, parce que vous voyez, depuis 3 jours, ils ne se sont pas empressés de prendre un décret pour acter le report. Et ça veut dire qu'ils sont encore toujours là à regarder dans les boules de cristal, à regarder, à faire les gymnastiques dans leur laboratoire pour voir quelle date leur conviendrait le mieux. Donc aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que le pays est sous tension. Et de part et d'autre, il va falloir refaire les choses dans les normes. Abi vient de le dire, avant même qu'on ne fasse le tirage sur le positionnement des candidats sur le bulletin unique à la CENI avait déjà commandé les bulletins de vote à l'imprimerie Toundé au Bénin, sans que même les représentants de l'opposition qui sont à la CENI n'aient rien vu. C'est après que les gens ont vu les bons de commande pour se rendre compte que les bons de commande sont postérieurs, sont antérieurs au tirage au sort. Ça veut dire que même à la CENI, il y a un réseau parallèle qui travaille et qui échappe même au contrôle des représentants de l'opposition qui sont à la CENI. On a écouté hier Daté Yao, qui est le premier rapporteur de la CENI. Ce matin, le confrère Forum National revient sur le sujet. Il dit l'horizontalité a l'avantage de réduire le nombre de bulletins nuls. Depuis quand dans ce pays, on a fait des élections avec des bulletins horizontaux. Même la dernière élection présidentielle, ça a été toujours vertical. Je crois que... Mais après, il faut améliorer les choses. Non, je crois qu'il ne faut pas essayer de justifier les choses injustifiables. Ce monsieur Daté Yao, qui est du COPED, est un militant du CAR. Bien un militant assermenté du CAR. Et donc, vous comprenez les positions qu'il est en train de prendre. Moi, je pense que fondamentalement aujourd'hui, il faut que les uns et les autres comprennent que le pays est fragile. Et les voisins ghanéens, j'ai vu Liberté ce matin et je confirme, les voisins ghanéens sont très inquiets. Parce que quand le Togo déborde, c'est eux qui prennent les premiers coups parce que la frontière c'est à côté. Et entre-temps, quand M. Faure Gnassingbé était au Ghana pour faire son opération de charme, parce qu'il sollicitait le soutien du Ghana pour son 3e mandat, les Ghanéens ont été très prudents. Le président John Mahama s'est prononcé 2 jours après sur une télévision ghanéenne qui s'appelle Metro TV. Et dans cette intervention, lorsque le journaliste lui a posé la question, il a dit exactement ceci, que nous avons demandé à M. Faure Gnassingbé de faire les réformes et de passer la main, de se retirer du pouvoir, mais il n'était pas dans cet état d'esprit et que le dernier mot revenait au peuple togolais. Et donc, vous voyez que le fait que nous soyons le cancre de la sous-région en matière de démocratie, ça inquiète énormément les voisins et à mon humble avis, la classe politique doit se retrouver pour essayer de trouver des conditions minimales d'organisation transparente de ces élections pour qu'on en arrive à des situations comme celle de 2005 parce que le pays connaît déjà des violences par rapport aux activités sociales. Attendez, je vous donne la parole, ne vous en faites pas. Je donne la parole d'abord à Jacques Boudakouti. Est-ce que finalement, ces questions du fichier électoral, la CENI sont comportées, parce qu'il y a également le parti, le NET, de Jerry Tama, qui avait aussi dénoncé le dysfonctionnement criard au niveau de la CENI. Est-ce que ces éléments mis l'un à côté de l'autre ne vont quand même pas provoquer une situation finalement qui ne serait pas souhaitable pour le Togo, des crispations? Je crois que c'est ce qu'il faut éviter, dès maintenant, ce qu'il faut éviter. Et vous savez que le premier couac au niveau effectivement de cette CENI, c'est la démission des membres de UNIR. C'est là que les problèmes avaient commencé parce qu'il y a certains parmi eux qui sentaient la chose venir et qui s'opposaient à ce qu'on fasse du forcing. Et finalement, comme ces personnes-là s'opposaient, les gens ont trouvé bon de pouvoir les chasser, les débarquer de là. Et vous avez vu la date que les autres l'ont proposée dans le temps. Aujourd'hui, c'est les mêmes dates qu'on retrouve dans la presse. Certains parlent du 22, d'autres parlent du 21. Je crois que si effectivement on avait écouté ces
ces personnes-là au niveau de la CENI, aujourd'hui, nous ne serons pas là aujourd'hui. Mais comme on n'a pas voulu les écouter, on a voulu faire du forcing en les chassant, aujourd'hui, on se retrouve encore à la carte du départ. En même temps, on peut se poser la question sur le délai de 10 jours. 10 jours pour prolonger la date du scrutin. Qu'est-ce que cela apportera? Oui, c'est ce que j'ai dit. Depuis là, c'est-à-dire que si on avait écouté les autres, certainement qu'au niveau de cette CENI, ceux qui étaient là, ils ont anticipé par rapport à ce qu'on devait vivre aujourd'hui. Voilà, si on les avait laissés faire, aujourd'hui on ne serait pas... Je vais ajouter un complément, Abi, s'il te plaît. La hantise du pouvoir, c'est de ne pas dépasser certains délais. Vous savez que si on ne fait pas les élections au plus tard le 3 mai, M. Faure Gnassingbé n'est plus président. Non, il sera là. Non, mais il sera là. Mais il n'est plus... Non, s'il est là, il faut que ça soit... Il faut que ça fasse l'objet d'un accord. Non, parce que la Constitution voudra qu'il quitte au moment où il y aura un successeur. Cette disposition signifie en réalité que l'élection a été déjà organisée et que lui, il est là le temps de préparer la passation de service. C'est ça la réalité. Mais si là où, dans le contexte où on n'organise pas les élections avant le 3 mai, il y a un gros souci juridique à la tête du pays. Alors, le pouvoir veut tout faire pour que les élections se déroulent dans une date où on peut donner les résultats et permettre au nouvel élu de prêter serment avant le 3 mai. Or, entre le 25 avril, qui est la date qu'on propose aujourd'hui, ou qui est la date qu'on avance, et le 3 mai, il n'y a qu'une semaine. Et si d'aventure, il se passe un événement de nature à ne pas faire tenir les élections avant le 25, il y a un grand souci. Abi Alpha maintenant. Comme le disait le confrère Djakoti, ceux-là qui ont été renvoyés de la CENI n'ont pas seulement été prévoyants, mais c'est la CENI qui est sur le terrain, c'est la CENI qui a le mécanisme, c'est elle qui sait que par rapport à ce diplôme, cette opération, nous avons besoin de tel moment. Et les membres ont estimé que le minimum qu'il faut, c'est le 21. Et c'est sur cette base qu'ils ont tous fixé cette date, quand bien même les membres de l'opposition voudraient mieux. Bon, moi, je pense qu'actuellement, ceux qui ont vite fait de débarquer, ces membres de la CENI sont repris, ils sont obligés de ravaler leur salive. Pour répondre à M. Daté, qui estime que l'horizontalité, c'est pour permettre à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de bulletins nuls. C'est vrai, je veux bien le croire, sauf que la CENI, l'élection, est aussi encadrée, c'est aussi entouré de textes juridiques. Et c'est à la lumière, à la lecture de ces textes qu'un tirage au sort a été fait. Et c'est le tirage au sort qui dit que ça n'a qu'à être vertical et que celui-ci vient après, celui-ci vient avant celui-ci. Ça n'a pas été un hasard. Si c'est comme ça et que chacun peut, à la lumière de ces petites, n'est-ce pas, conjectures, sortir pour imposer la position des candidats sur le bulletin de vote, pourquoi les textes prévoient un tirage au sort? C'est un tirage au sort que les gens ne veulent pas respecter parce qu'ils sont déjà pris, coincés au dos au mur par une fraude qu'ils ont déjà commencé à organiser. Ouais, même si on le met horizontalement, le premier, c'est ce n'est pas une affaire de premier ou bien de deuxième. Il y a des textes qu'il faut respecter. Ça, là, à la tête d'un pays, il faut faire un minimum pour commencer par là parce que le pays, l'État, la gestion au sommet de l'État est censée être le modèle dont doit s'inspirer le petit peuple pour, n'est-ce pas, rentrer dans les lignes pour que le pays soit gouvernable. Mais quand c'est à la tête du pays que les textes que l'on se pose commencent par être violés, commencent par être torturés, mais vous voudrez qu'un jour on aboutisse à quoi? Bien. Monsieur Eric, là où moi je ne comprends pas par rapport à ceux qui sont au niveau de la CENI, je ne sais pas comment les décisions se prennent là-bas. Et je ne sais pas comment les PV sont souvent signés et adoptés. Parce que en écoutant M. Daté hier, il a dit que c'est une réunion qu'ils ont eue avec l'ensemble des représentants des partis politiques. Et tous étaient d'accord par rapport à la commande de ce bulletin. Il y avait les représentants de l'opposition. Voilà, également. c'est ce qu'il a dit, que tous étaient là et qu'ils étaient d'accord parce qu'ils ont constaté que en votant d'une façon horizontale, le risque des bulletins nuls est souvent minime.
mais mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y avait les représentants des partis politiques. Donc c'est là que je ne comprends pas comment finalement, c'est avant-hier que M. Tabliou disait que que c'est vrai qu'ils reconnaissent, mais qu'ils vont rencontrer les responsables des partis politiques pour en discuter. Donc je ne sais pas quelle est la communication au niveau effectivement de ces entités. C'est une opération de communication pour embrouiller les gens. Vous savez, nous avons tous suivi à la télévision nationale le tirage au sort. Le tirage au sort est assermenté par un huissier qui a défini la position des uns des autres sur le bulletin de vote. Et un tirage au sort. Et après, on a vu cette lettre de Maître Dobrousse qui a protesté à la CENI contre le changement en horizontal du bulletin de vote. Le problème est lequel ? Le problème est qu'il y a une CENI parallèle qui travaille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me dis aujourd'hui que les représentants de la CENI, les représentants de l'opposition qui sont à la CENI, pour ceux qui veulent aller aux élections, ils doivent remuer leurs représentants. Parce que s'ils sont à la CENI et qu'ils ne voient rien arriver, ils ne voient que du feu, soit il faut les remplacer, soit il faut leur mettre le feu au cul. Mais tout à fait. Soit il faut les remplacer, ou soit il faut leur mettre le feu au cul. Parce que s'ils sont à la CENI, il y en a un qui est vice-président, il y a d'autres qui sont dans des commissions, qui sont des commissions sensibles, et qui ne sont même pas au courant des commandes que la CENI effectue. Cela suppose que demain matin, pour proclamer les résultats, quelqu'un va apporter des résultats à M. Tafa Tabliou qu'il va lire et que les autres vont découvrir de façon étonnée. Donc moi je pense que il va falloir que ceux qui vont aux élections remuent un peu leurs représentants. S'ils ne veulent pas être remués, s'ils sont tellement mous, il faut les remplacer. Merci beaucoup, messieurs. En écoutant le porte-parole de UNIR, l'ancien ministre Baba, il a dit que UNIR n'est ni de près ni de loin associé par rapport à la commande de ce bulletin d'une façon c'est sa façon de voir les choses. C'est ce qu'il a dit. Il dit si ce que Ferdinand dit à l'instant, si c'est vrai que la commande qui a été faite, que les représentants de ces partis politiques au niveau de la CENI mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Et s'ils ne sont pas au courant et que le jour de la réception, nous avons l'impression que tout était là. Et quand le véhicule a accosté, et ils étaient là avec le président de la CENI pour réceptionner le matériel. Mais s'ils n'étaient pas au courant et que le matériel vienne et qu'ils aillent réceptionner, donc il y a problème. Merci beaucoup. Monsieur, on parle maintenant social avec la synergie des travailleurs du Togo qui sera encore en Assemblée générale cet après-midi pour définir les nouvelles orientations de cette centrale syndicale qui met finalement la pression sur le gouvernement togolais. Toute cette semaine, les travailleurs de l'administration générale ont refusé de travailler pour la plupart. Les enseignants, aides à médecins, quelques-uns également au niveau de l'administration, un petit peu. Alors, la question demeure, surtout avec ce qui s'est passé cette semaine à Gli. Presque tous les journaux sont revenus là-dessus. Abi Alpha parlait hier de la démission des autorités et beaucoup plus de l'insécurité sociale. Une expéditive punitive contre les élèves à Gli. C'est une expédition punitive. Oui, c'est une expédition punitive et puis elle n'a pas été diligentée contre des délinquants. C'était des élèves qui appuyaient leurs enseignants dans une logique normale parce que ce n'est pas la première fois qu'ils le font. C'est une façon de dire à l'autorité, faites un effort pour trouver solution à nos enseignants. Nous avons besoin de rejoindre les bancs de classe. Mais dans cette façon d'appuyer les enseignants, il y a eu un face-à-face avec les gendarmes. Il y a eu des blessés du côté des corps habillés. Et cela justifie la descente des militaires qui sont passés, je crois bien, de maison en maison pour faire une expédition punitive. En tout cas, c'est comme ça que nous on l'a nommé. Bon, ce qui est un peu effarant est que dans ce que réclame la synergie, aussi bien ceux-là qui sont allés, n'est-ce pas, comme ils le disent, corriger les revendicateurs, eux aussi émargent si demain cette revendication venait à porter. Moi, j'ai eu froid au dos parce que par rapport à nos aînés, nos parents, corps habillés, tu sais, moi, il y a une seule chose qui m'a manqué pour que je n'aille pas dans l'armée, c'est que je ne suis pas de nature à exécuter avant de réclamer. C'est tout. Sinon, quand moi je vois un corps habillé, ça me donne l'impression de sortir mon petit manteau de journaliste et de me mettre dans sa tenue. Mais je ne suis pas du genre à exécuter avant de réclamer. Je ne connais pas un seul pays où l'armée togolaise est allée se faire, en dehors des relations militaires qui lient le Togo à la Motopo, à la France,
sur le plan africain, c'est seulement au Zaïre que les Togolais sont allés se faire former. Sinon, tous les autres, une quinzaine d'États, ils viennent au Togo se faire former. Ça veut dire que c'est une référence, c'est une armée de référence. C'est une armée de référence. C'est seulement les Zaïre de Mobutu qui a formé un seul contingent de militaires togolais. Et quand ils ont fini leur formation, ils ont tellement été compétents que Mobutu ne voulait pas qu'ils reviennent. Et Yadema voulait qu'ils reviennent parce que Mobutu peut les retenir pour le faire du mal après. Parce qu'à l'époque, c'était des dictatures et Yadema, c'était des dictatures qui étaient en train de s'installer. Finalement, Yadema a pu retirer son contingent et il n'a plus renvoyé un second. Ce contingent est revenu, appuyé de ceux-là qui sont revenus de la guerre d'Indochine et d'Algérie. Là, ça a formé une armée qui doit faire notre fierté. Quand actuellement tu vas dans la sous-région, si aujourd'hui on dit aux Ivoiriens que on ne veut plus de quoi habiller étranger dans votre pays, il faut qu'ils rentrent. Les Ivoiriens diront il faut qu'ils rentrent, mais que les Togolais restent. Ça c'est clair, je ne vous mens pas. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que l'armée descend dans la rue. Depuis un temps, c'est l'armée qu'on ramène de certains pays parce que des officiers ont volé, on les ramène, l'ONU qui dit de ne pas les remplacer. C'est l'armée qui descend pour des revendications qui concernent l'armée elle-même, qui descend pour des je ne sais pas, des répressions punitives sur des populations qui n'ont rien à voir avec une situation qui est sur le terrain, qu'on ne peut pas nier. Bon, là-bas, moi, ça me fait froid. Je me demande si c'est l'armée là qui me donne envie d'aller dans l'armée. Le gouvernement togolais, dans sa communication dernière fois, tu as dépassé l'âge de rentrer dans l'armée. a déclaré quand même que, il a fallu faire appel, n'est-ce pas, aux forces de Témédia pour pouvoir rétablir l'ordre. C'est ce qui s'est passé à Gli. Mais ce matin, ce qui vous intéresse, Ferdinand, dans l'alternative, c'est Logou, encore Logou. Oui, ça rappelle 2005 forcément, avec la sanglante répression. Oui, mais je crois que l'argument du gouvernement est intenable. Jusqu'à quel degré on peut faire appel aux militaires pour maintenir l'ordre pour des civils qui sont en train de manifester? C'est ça le fond du problème. Est-ce que les gendarmes ou les policiers qu'on a envoyés sur le terrain ont été dépassés par les événements? Sûrement. Non, attendez, mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres brigades qui avoisinent la ville de Gléy où on peut dépêcher des éléments en renfort? Pourquoi on fait sortir l'armée? Et pourquoi les militaires qu'on met dans la rue utilisent des gourdins avec des clous? Est-ce que ça... gourdins avec des clous? Mais regardez bien les images. Ils ont des gourdins dans les mains. Est-ce que c'est le rôle de l'armée d'utiliser des gourdins pour réprimer des manifestants? C'est ça le fond du problème. Et donc ça rappelle étrangement les événements de 2005. Quand des élèves manifestent pour appuyer leur professeur, peut-être qu'il y a des dégâts, mais la gendarmerie intervient, il y a des affrontements. Mais il faut quand même, parce qu'on connaît le rôle de l'armée dans une république, et on connaît le rôle des forces de l'ordre aussi dans une république. Pour que l'armée intervienne, il faut que l'ordre vienne de quelque part, il faut que la sécurité même de toute la république soit menacée. Alors, les forces qui sont au camp de Témédia ont été déjà citées dans plusieurs rapports en 2005 pour avoir commis énormément d'exactions dans Logou et particulièrement à Takpamé. Et je vous rappelle, le commandant en chef de ce camp en 2005, et qui a dirigé le camp de Témédia et qui a fait les expéditions punitives en 2005, est mort dans des conditions tellement mystérieuses. Est mort peut-être les gens ne le savent pas. Pour dire que tant que la justice humaine ne fait pas son affaire, il y a des gens qui vont régler leurs problèmes ailleurs. Et donc je crois que Abil a dit, on n'est pas ici pour faire le procès de qui que ce soit, mais il va falloir aborder tous ces sujets avec beaucoup de mesures pour qu'on ne retombe plus dans les événements de 2005, pour qu'on n'ait plus à voir qu'on écrive sur les murs, déjà frappés, déjà morts, déjà ceci, tout ça sur le mur. Donc c'est un mouvement de revendication sociale, ça connaît des débordements, parce qu'il y a des problèmes sur le terrain. On a vu à Dapaon, on a vu maintenant à Gléy. Il va falloir prendre la mesure de la chose et agir avec beaucoup de prudence pour que, on n'ait pas à publier des images comme ça avec des militaires qui sont avec des jeeps et des mitraillettes lourdes et des bâtons et qui circulent dans des villages pour tabasser des citoyens. Beaucoup de personnes ont été blessées. Parmi ces personnes, il y a des forces de l'ordre de sécurité également qui sont blessées, qui pour la plupart sont traitées dans le communiqué du gouvernement, on a voulu faire croire que dans le communiqué du gouvernement que moi j'ai lu avec beaucoup de retenue, on a voulu faire croire que les forces de l'ordre ont été beaucoup plus victimes que les élèves. En fait, pour justifier l'intervention de l'armée,
Au fait, c'est ça l'intention de ce communiqué. On a dit qu'il y a eu 3 blessés légers, il y a eu des blessés légers parmi les élèves ou les manifestants, et il y a des blessés graves parmi les gendarmes. L'idée, c'est de dire que c'est parce qu'il y a eu des blessés graves parmi les gendarmes que nous avons interpellé, nous avons fait venir l'armée pour venir maintenir l'ordre. Et ça, c'est une manière de tronquer les faits. Jacques Dakouti, même les journalistes ont été brutalisés à Agléi, les gens ont eu leur caméra retirée, on a effacé les images. Jacques Dakouti, ces scènes paraissent bizarres parce que là, on a déjà vu la semaine dernière le cas de Dapaon, on en a parlé ici. Et depuis quelques temps d'ailleurs à Dapaon et puis Gléi. Alors la peur, c'est que ça se répande. Non, vous avez raison. Je crois que c'est le lieu de présenter d'abord la compassion, ceux qui ont été victimes de ces attaques à Gléi, et d'inviter également les responsables de la STT et le gouvernement à reprendre également le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, nous sommes à quelque part des élections. Si on ne règle pas ces problèmes et les crises que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous aurons des problèmes au niveau effectivement de ces élections, parlant effectivement de la paix et parlant également de la cohésion. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se mettent dans la posture de se dire que nous sommes plus forts et que c'est les autres qui sont faibles. Donc c'est les faibles là qui vont venir vers les forts, ou que c'est les forts qui vont aller vers les faibles. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de cette cohésion, nous avons besoin de cette paix pour aller aux élections. Parce que si au niveau de Dapaon, ça ne va pas, demain, peut-être qu'on va apprendre que c'est une autre localité. On en était là, on s'est dit que non, c'est fini, que Dapaon, ça s'est calmé, et c'est après, on s'est retrouvé à Gléi. On ne sait pas quelle localité encore va subir également le sort, effectivement, de ces troubles. Je crois qu'aujourd'hui, il est important, c'est nécessaire que le gouvernement, les ministres qu'on envoie souvent sur le terrain négocier, et que chacun mette balle à terre. Et ce qui gêne également au niveau de ces négociations, quand vous rencontrez certaines personnes, les gens vous disent non, qu'on leur envoie souvent les ministres transhumants. C'est-à-dire qu'ils étaient hier avec eux, aujourd'hui, ils sont là, qui ne peuvent plus dire, qui ne sont plus crédibles pour pouvoir parler avec eux. Bon, si c'est comme ça, que le gouvernement cherche encore d'autres personnes pour discuter avec ces personnes et qu'on puisse trouver effectivement des solutions à ces problèmes que nous sommes en train de traverser. Oui, Abi Alpha, on a trouvé une solution finalement à la crise sociale. Les travailleurs, le gouvernement doivent rediscuter. Hier, on a appris quand même que le comité de suivi qui a travaillé a soumis ses conclusions au gouvernement togolais. Ça veut dire que ça avance un petit peu. Je vais me targuer de donner un petit conseil. Il me semble que nous avons 2 à 3 minutes. Je vais juste 3 minutes. Envoyer un petit conseil à la synergie qui fait déjà beaucoup sur le terrain, qui s'est débattu tant bien que mal avec les moyens de bord pour faire la différence. Mais je vais juste conseiller à M. Achiwala, Nadou, Analampar, Soleignanou de remettre la balle à terre. Remettre la balle à terre, c'est d'abandonner le langage des syndicalismes. Parce que le syndicalisme, ça n'a jamais existé au Togo. Qu'ils parlent terre à terre. Ce sont des syndicalistes. Je ne refuse pas. Mais ils ont aussi le langage des journalistes, ils ont le langage de la rue aussi. Qu'ils parlent terre à terre pour que celui qui est en face d'eux comprenne. Il n'a jamais eu des gens, des syndiqués comme ça, qui sont vraiment rentrés en bras de fer avec l'autorité pour que l'autorité s'imprègne du jargon syndicaliste. Quand par exemple on parle de 230 points, combien de ministres comprennent ce que ça veut dire? Ça veut dire 30 000 francs. Mais combien? Toi tu as compris, combien de ministres comprennent? Ils ne comprennent pas. Moi je crois qu'il faut qu'on ait ce langage-là pour que celui qui est en face puisse comprendre. C'est le conseil que je vais donner aux syndicalistes pour qu'on avance, parce que j'ai l'impression que vraiment du fait qu'on a habitué les syndicalistes au-dessous de table, il n'a jamais eu une fronde en tant que telle qui a fait face à l'État pour que l'État sache quand les syndicalistes disent ceci, à quoi ça signifie, quand ils disent cela, à quoi ça signifie. Il faut qu'on les apprenne à rentrer dans les... Le ministre de l'enseignement supérieur, Nico Ebroum, c'est un syndicaliste, lui aussi. Oui, Ferdinand. Il est devenu bourgeois depuis. Et moi, je crois que... il y a des bourgeois qui sont syndicalistes. Encore que... Et je crois que on ne peut pas vivre dans un pays comme ça, avec un président de la République, et qu'une crise sociale atteint ce niveau-là, et que des élèves sont à la maison, les hôpitaux sont bloqués, et que le président de la République ne dit absolument rien. Il refuse de recevoir les syndicalistes parce qu'il les assimile à des gens manipulés par... Est-ce que Fogne Assingbe parlait, c'est ça, ou il doit faire ce que les gens demandent?
Mais il doit les écouter. Parce qu'en réalité, lui aussi, il est un employé de l'État. Quand on est président de la République, on a un salaire. C'est un employé de l'État. L'État, c'est nous tous. Ce n'est pas sa propriété à lui. Mais lui conçoit l'État comme sa propriété à lui. Il donne à manger à qui il veut. Il ne donne pas à manger à qui il ne veut pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Parce qu'on ne peut pas comprendre que pendant que tous les élèves sont à la maison, les hôpitaux sont bloqués. Même hier, même dans des services comme Edith Togo, on a fait des grèves. À la SNPT, on fait des grèves. À Radio Lomé, on fait des grèves. Et que le président de la République s'en fout de tout ça. Il prend sa pioche, il lance les travaux ici, il lance les trucs ici, il inaugure les trucs ici, il passe par ici. Il est devenu un président des inaugurations. C'est la saison des inaugurations. Et le problème fondamental du pays, il ne dit absolument rien. Et vous voyez les poches de tension qui se créent partout. Parce qu'en réalité, derrière les fonctionnaires, derrière les élèves, il y a des parents. Il y a des gens qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Je ne pense pas que la situation doit dégénérer encore plus pour qu'ils prennent ses responsabilités. Parce que dans le milieu politique, on dit oui, c'est des gens qui sont manipulés, on va réussir notre élection et puis après, on va leur montrer que ces gens de syndicalisme ne doivent pas exister au Togo, on va les mater. Mais les questions demeurent. Aujourd'hui, la crise sociale est quand même l'expression d'une malgouvernance dans tout le pays. Et la pauvreté a atteint toutes les couches dans ce pays. Merci beaucoup, ce n'est pas le fait d'aller inaugurer des routes à 30 milliards, à 40 milliards qui vont régler le problème de la faim que le pays traverse. On a compris le fond de votre pensée. Il y a le confrère, le Canard indépendant, on va en finir là, qui a parlé un petit peu avec Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson, qui coordonne aujourd'hui les activités au niveau de CAP 2015, où elle dit « Nous sommes inquiets par rapport à l'ensemble du contexte ». Elle est précise. Elle dit « Où veut aller le gouvernement en refusant de dialoguer avec la SCT et en choisissant de faire reprimer une manifestation des élèves par des militaires? Que veut le gouvernement qui refuse d'accorder une attention aux revendications sociales ?» Elle poursuit en disant « Pourtant, dans ce pays, on accorde des marchés de 25 milliards gré à gré. » Elle poursuit quelque part d'autre. Dans quel pays avons-nous vu un gouvernement organiser des élections dans un climat de tension sociale? Voilà. Alors, cette déclaration, vous pouvez lire ça dans le journal Le Canard indépendant paru ce matin. Messieurs, merci. Je rappelle pour terminer que on dit que le dialogue est rompu. Je crois qu'il y a des passerelles. Des gens essaient de rapprocher les points de vue, mais c'est que, au fond, même au niveau du gouvernement, le gouvernement n'est plus aujourd'hui homogène. Il y a des gens qui font de n'importe quoi dans le gouvernement et d'autres sont en train de s'agacer de ces comportements-là. Ce qui fait que ça bloque ceux qui prennent l'initiative, les passerelles qui essaient de rapprocher les points de vue. Merci beaucoup Ferdinand. Je rappelle juste que vous êtes le patron du journal Alternative. Merci d'être venu nous voir ce matin. Je vous ai fait ressortir de votre congé. C'est un plaisir. Merci beaucoup Jacques Dacouti. Merci Eric. Merci à Bialfa. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bon week-end à vous qui nous avez suivis. Appelez-moi Eric Gato. À lundi si tout marche bien. Au revoir.